Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcast, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne Fleur vous propose une sélection de 3 épisodes qui l'ont touché, marqué ou ému, et un dimanche sur 2, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021 ? Vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 14 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Cette semaine, le podcast a eu 1 an. 1 an que le premier épisode est sorti, mais évidemment un peu plus d'1 an que l'idée maturait dans ma tête. Et j'ai eu envie de marquer le coup, déjà parce que je ne pensais pas, en le lançant, que vous seriez chaque jour plus nombreuses et plus fidèles derrière vos casques, et je vous en remercie. Ensuite parce que je ne pensais pas être capable de réunir une communauté aussi engagée, reconnaissante et bienveillante que la nôtre, et clairement, c'est vous qui êtes le moteur de ce podcast. Vous êtes mon booster les jours où je suis un peu plus à plat. Mon étincelle les jours où je foisonne d'idées et que je dois me décider à n'en choisir que quelques-unes. Mon guide les jours où je me perds dans mes doutes. Alors je vous ai préparé un épisode spécial pour cet anniversaire, qui je l'espère sera suivi de nombreux autres. Un épisode qui, je pense, sera révélateur de nos capacités à nous transformer et de la puissance des actions que nous sommes capables d'accomplir en une année. Le temps passe si vite dans nos quotidiens modernes que parfois il faut savoir appuyer sur pause et rembobiner pour se rendre compte du chemin parcouru. Et qui de mieux pour illustrer cet épisode que ma première invitée ? Vous vous souvenez ? Vous aviez plébiscité son épisode qui à ce jour est le plus écouté du podcast. J'ai eu le plaisir de recevoir à nouveau Floriane pour faire un bilan de son année 2020 et je peux vous dire qu'avec Lubin et Mélanie, ils ont parcouru un sacré bout de chemin. Enfin, à l'heure où nous ne pouvons nous réunir physiquement, je vous propose que l'on se retrouve sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontsbien-podcast pour fêter cette année ensemble et que vous me partagiez en story vos victoires de 2020. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à ajouter à vos victoires vos souhaits d'écoute sur le podcast pour 2021. Allez, place à l'épisode. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Tu n'es pas une novice, ce n'est pas ton premier épisode, donc je vais rappeler vite fait qui tu es. Aujourd'hui on se retrouve parce que le podcast a 1 an. On va les avoir, en tout cas au moment où on enregistre, et j'avais à cœur de te reprendre en interview pour établir, surtout pour faire un point de vos avancées, d'autant que je les connais un petit peu. Et je voulais savoir où toi t'en étais 1 an après. Oui. Où vous en étiez 1 an après. Est-ce que tu peux me rappeler qui tu es, s'il te plaît ? Oui, alors moi je suis Floriane, j'ai 1 an de plus que l'année dernière, donc 28 ans. Étrange. Je suis toujours en couple avec Mélanie, nous avons toujours notre petit garçon qui maintenant a 2 ans, et voilà. À la fin de notre épisode, l'année dernière du coup, ça fait bizarre de dire ça. Donc vous avez quitté, donc Lubin avait du coup 1 an et demi, si je me trompe pas, Oui, du moins. 1 an parce que quelque chose comme ça. C'est ça, 1 an. Et pour faire un rappel de la situation, donc vous saviez que vous aviez envie d'avoir un deuxième enfant. Il était question que ce soit Mélanie qui le porte et vous deviez faire appel au même donneur que pour Lubin. Exactement, c'était le plan. C'était le plan. Est-ce que tu peux me dire si le plan a été respecté ? Alors, le plan a été respecté
En partie, on a voulu le deuxième, donc on l'a mis en route avec le donneur de Lubin. Mais ce n'est pas Mélanie qui le porte, c'est moi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez changé du coup le plan, enfin qui finalement est quand même relativement respecté sur la trame. Pourquoi vous avez alors déjà quand est-ce que vous avez lancé ce projet BB2 et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis sur la maman porteuse? Alors on a d'abord changé d'avis sur la maman porteuse avant de lancer le projet. Ah d'accord. En fait, moi j'ai eu un postpartum assez c'était vachement chouette, hein, je veux dire, mais j'ai fait un gros baby blues, je voulais retomber enceinte tout de suite. Ouais, je me souviens de ça. Enceinte, j'étais très heureuse, très épanouie et je savais que je ne porterais pas le deuxième, mais en fait, une fois que j'ai accouché, j'avais envie de recommencer. Et puis moi, je voulais recommencer aussi moi du Lubin, c'était clair et net. Et puis finalement, bon, le temps est passé et puis j'étais très épanouie dans cette vie et je me fais petit à petit à l'idée que ce serait Mel qui le porterait. Sauf qu'en parallèle, on sait très bien, on savait à ce moment-là, ce que Mel avait fait les essais déjà, enfin, elle avait fait les bilans pour essayer de voir si ça pouvait pas prendre le relais au moment où moi ça fonctionnait pas pour Lubin. Donc du coup, on savait qu'elle avait les syndromes des ovaires polykystiques. On savait déjà que pour elle, ça allait être vachement compliqué parce que voilà, c'est un gros syndrome qu'elle a. Elle en a beaucoup des ovaires polykystiques. Enfin, la gynéco, elle partait pas du tout positive avec une stimulation simple, alors que du coup, ça a changé nos plans aussi, quoi. Si c'est Mel qui le porte, il faut partir pour une insémination, voire même une FIV, donc ça changeait carrément les plans. Mais si c'était désir, voilà, enfin, si c'était le choix qu'on faisait, on l'aurait fait. Et puis, en fait, Mel a commencé à manifester, à en parler beaucoup et à manifester la peur déjà de tous les examens, les rendez-vous, les échos, les piqûres d'estime. Voilà, ça c'était déjà la première appréhension. Ouais, elle n'était pas à l'aise avec le process médical. Ouais, c'est ça, pas du tout. Les piqûres encore pourquoi pas, mais alors les échos de comptage folliculaire, ça l'enchantait guère d'aller voir même plusieurs fois par mois chez la gynéco. Et puis elle avait aussi peur, je sais pas si on peut dire le mot peur, mais en fait elle savait pas comment sa mère prendrait le fait qu'elle ne porte pas d'enfant. Voilà. Parce que sa mère a toujours dit tu porteras le deuxième, mais elle le disait parce que nous on le disait aussi finalement. Donc du coup voilà, c'était rentré dans la tête des gens, de nos familles et tout, ce serait Mel qui porterait le deuxième. Et en fait elle se mettait un peu la pression par rapport à ça. Elle avait envie de faire plaisir à sa mère, enfin même elle aimerait porter, voilà, elle aimerait savoir ce que ça fait et tout, mais en même temps elle me disait c'est pas une envie viscérale comme toi, c'est pour voir, c'est juste, enfin c'est pour voir ce que ça fait, mais en même temps c'est pas non plus un manque si jamais ça m'arrive jamais dans la vie, quoi. Et en fait un jour elle en a parlé à sa mère en abordant surtout le sujet du j'ai des problèmes médicaux, il va falloir qu'on parte à l'étranger, enfin ça va être compliqué pour moi de tomber enceinte, tout ça. Et en fait sa mère elle lui a simplement dit mais de toute façon Lubin c'est mon petit-fils, comme si c'était toi qui l'avais porté, donc si c'est pas toi qui portes le deuxième, ça changera rien. Et en fait Mel elle s'est décidée une fois et voilà, depuis ce jour-là on a décidé que du coup voilà, je porterai le deuxième. Pour Mel ce qui compte en fait c'était d'avoir des enfants, voilà. Et elle peut en avoir par mon biais, donc pour elle c'est pareil. Oui, complètement. Et toi t'as dû sauter de joie, non? Alors sur le coup je suis quand même restée dans ma réserve, mais elle me connaît bien, donc au bout de 10 minutes, elle m'a permis de sauter de joie, et ouais, j'étais très heureuse, quoi. Tu m'étonnes. Et si je me trompe pas, on parle de fin d'année 2019, non, pour ce revirement de situation, entre guillemets. Ouais, ça doit être ça. Quand on a commencé à en reparler autour des 1 an de Lubin, donc oui, à la rentrée scolaire 2019, par là, on a commencé à en parler. Mais on en parlait, en fait, depuis quasiment la naissance de Lubin, en fait, on n'avait jamais cessé d'en parler, vraiment. Donc c'était des fois moi qui pleurais, des fois moi qui pleurais, enfin c'était pas un moment très, enfin, c'était une discussion qu'il fallait qu'on ait, mais en même temps on souffrait toutes les deux, mais pas de la même chose. Donc enfin c'était pas vraiment une souffrance, mais voilà, on avait une peine chacune de notre côté, alors que là on était heureuse. Ouais, parce que toi tu devais faire le deuil d'une grossesse finalement, sans faire un deuil d'enfant, tu vois, mais le deuil d'une grossesse.
Oui, moi j'aime porter la vie, j'aime être enceinte, j'aime l'allaitement qui suit, j'adore accoucher. Enfin voilà, c'était tout le package, et c'était de faire le deuil de ça. Et puis j'avais peur que ça fasse, on a chacune porté notre enfant. Et moi j'apprenais ça, mais elle pas du tout. Et moi j'apprenais, moi j'ai porté Lubin, c'est mon enfant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Puis c'est aussi le regard des autres finalement, sur la famille. Ouais, exactement. Même si à la fin, on a tous le même nom de famille et que ça change rien. Mais... Et puis quand on m'appelle, moi, Lubin m'appelle maman, il appelle Mélanie Mamou. Du coup, le deuxième, si c'était Mel qui l'avait porté, il aurait pas pu appeler Mel Mamou. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment alors que je suis sûre que tout ça se serait fait naturellement, mais dans ma tête, c'était vraiment compliqué. Complètement. Il aurait entendu que Lubin appelait Maëlle Mamou, il aurait appelé sa mère Mamou. Hein. Mais du coup, dans ma tête, c'était vraiment le chaos. Ça me paraissait pas fluide, en fait. Mais en même temps, je pouvais pas la priver de ça, si elle en avait eu envie. Oui, ça, c'est la partie difficile, hein, quelque part. Moi, c'est pareil, je me suis toujours dit, et encore aujourd'hui, la porte est ouverte, le jour où ma femme a envie de porter un enfant, bah écoute, je vais pas lui dire non, on en a déjà 4, quoi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais là, je pense que ma deuxième grossesse, je la vis plus sereinement et je suis d'accord avec le fait que ce sera la dernière. C'est ça. Je la vis pas du tout de la même manière. Donc D'accord. si un jour Mélanie a envie de porter, ben, je pense que je serai plus à l'aise à lui laisser la possibilité de le faire, en fait, tout simplement. Oui, toi, tu te sentirais un peu plus complète finalement, et là, tu as réussi à passer à l'étape d'après, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, du coup, à quel moment, une fois que vous avez établi que tu porterais l'enfant, à quel moment vous recontactez le donneur de Lubin? Enfin, du coup, message de bonne année 2020. Non, mais Bonjour, bonne année, on se revoit quand? on s'envoie toujours un message de bonne année, tu vois. Et en fait, on lui en a reparlé à ce moment-là. Donc lui, il était OK. Pour lui, il n'y avait pas de souci. Alors moi, j'appréhendais vraiment. Je me suis dit, le gars, ça fait 2 ans quasiment, il a dû passer à autre chose, ce que j'aurais compris. Bah ouais, c'est clair que enfin, on l'avait déjà dit sur le premier épisode, mais il est hyper disponible, votre donneur. Oui, c'est ça, disponible, généreux, altruiste. Enfin, il avait énormément de qualités. Et en fait, ben non, pas du tout. Il nous avait dit, je serai là pour la fratrie, donc je suis là, il n'y a pas de problème. Donc, bah, j'appelle tout de suite ma gynéco, prendre rendez-vous, refaire les bilans, etc. Et puis la suite, tout le monde la connaît, on est confinés, donc rendez-vous gynéco se passe en visio, donc autant te dire qu'elle n'a pas pu me faire grand-chose en visio. Non, bon, pour la petite anecdote, ma gynéco, elle me dit, mais du coup, c'est votre femme qui porte le deuxième. Normalement, ça va être moi, on a décidé que ce serait moi. Et elle me dit, bah, ça m'arrange parce qu'on connaît déjà le protocole. Bah nickel. Voilà, elle était... bon, c'est très maladroit de sa part, mais on a bien ri, donc c'était cool. Non, bon, du coup, voilà, confinement oblige, de toute façon, le donneur ne pouvait pas monter, hein, ça va de soi. Donc, bah, on laisse passer mars, avril, mai. Juin, on le recontacte. Alors, je vois ma gynéco fin mai. On avait réussi à caler un rendez-vous à la sortie du confinement. J'ai tous les bilans, il n'y a rien qui change. Elle me prescrit cash le traitement. Et on voit le donneur, on le contacte en mai-juin, il vient en juin, mais on fait un cycle sans traitement. Ah oui, c'est ça, ma gynéco m'avait prescrit les ordonnances, mais elle m'avait dit ce mois-ci on fait sans traitement pour voir. Donc du coup on a fait un essai en juin sans traitement, avec juste une écho pour voir, mais j'avais aucun follicule, donc du coup ça a été c'était un essai dans le vent, quoi. Voilà, il n'y avait pas de possibilité que ça fonctionne. Donc voilà, et en même temps, en juin, il nous annonce qu'il quitte la région à la rentrée de septembre. Et là, en fait, mon monde s'écroule. Pour moi, ça ne ramène à rien de faire un essai juillet-août parce que de toute façon, Lubin, il a mis 18 mois à s'installer, quoi. Donc, très, très pessimiste. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, ben, on vivra à 3 et ce sera génial. Parce que je me voyais pas, du coup, avoir des enfants qui n'ont pas le même géniteur, ça me gênait. Et il déménageait dans une région qui était pas accessible? Ah, bah, il nous a pas dit où exactement, mais on a compris que c'était l'autre bout de la France, quoi. Nous, on est à un bout, bah, ils partent à l'opposé. Donc voilà, après, nous, c'est quelque chose qu'on a respecté tout de suite, on a accepté. De toute façon, le gars, il fait sa vie, on a déjà Lubin, c'est incroyable, et ça a été quand même une pilule à avaler, quoi. Bah, c'est un sacré coup dur, oui, surtout que, bah, du coup, il t'avait dit oui pour la fratrie, et finalement, ben... Ouais, mais il m'a dit ça en janvier, et puis, bah, en fait, le confinement, et puis, bah, lui, le confinement, ça l'a fait réfléchir, il veut changer de job, il veut avancer dans autre chose, il veut découvrir autre chose. Il a le droit, en fait. Donc, du coup, ça a été la claque. Bah ouais, c'est clair. Faire un essai en juillet, on s'est dit, août, ça aurait été compromis parce qu'on était en vacances, et
selon mes calculs savants, ça serait mal tombé. Donc, il nous restait juillet. D'accord. Et alors du coup, vous vous êtes lancé sur le mois de juillet ou vous avez laissé tomber? Non, on s'est lancé. Mes règles arrivent, J3, je commence mes petites piqûres. Première écho folliculaire, ok, j'ai un follicule qui pousse, donc bon, ça va. 48 heures plus tard, le follicule en question n'a pas beaucoup poussé. Ok, donc là, ça commence à sentir l'autre boudin. Et puis, ça c'était le vendredi. Et le lundi, je fais une prise de sang. Et en fonction de la prise de sang, ma gynécologue me faisait venir pour une écho ou pas. Et elle me dit au téléphone, en ayant le résultat, donc ça sert à rien de venir, vous êtes en ovulation naturelle. Je fais d'accord, ok. Et le follicule, il en est où? Elle fait, c'est moyen. Merde. Donc, voilà, descente aux enfers. Mais on avait prévenu le donneur, on lui avait dit, tu viens. Donc, il était venu le dimanche déjà, et je lui ai fait, tu viens dimanche et mardi. Donc, on s'est dit, on va pas annuler. Oui, puis si je me souviens bien, Lubin, ça avait été un peu la même, non? Oui, Lubin, c'était un follicule. Lubin, du coup, on avait déclenché l'ovulation, mais c'était un follicule à 14 mm, donc absolument pas mature, paraît-il. Oui. Bon. Donc, on va dire que tu fais des petits follicules. C'est ça, exactement. Mais là, du coup, j'avais même pas la taille, parce qu'en fait, le vendredi, il faisait 11 mm. Donc, moi, le lundi, j'ai aucune idée de combien il faisait. J'ai augmenté le traitement entre le vendredi et le lundi, mais du coup, j'avais pas ce chiffre de la taille du follicule, et ça m'inquiétait un peu, parce que la prise de sang, on sait pas, ça dit pas tout, quoi. Ouais, c'est clair. Du coup, le donneur est revenu le mardi à la maison, comme c'était convenu. On n'a rien changé au programme. Et puis, les jours sont passés. Franchement, j'ai pas vécu l'attente comme je l'ai vécu enceinte de Lubin. Enfin, pas enceinte justement, mais avant Lubin. Parce que déjà, j'avais Lubin. Donc, j'étais très, très, très occupée. Oui, c'est ça. La maman de Mélanie est venue passer 5 jours à la maison. Du coup, très occupée. Et puis, on a dû préparer nos bagages parce qu'on prenait la route pour rentrer dans nos familles en Anjou. Donc franchement, je veux pas dire qu'on a oublié, mais on n'y a pas eu le temps d'y penser vraiment. D'accord. Et puis on arrive dans nos familles. Déjà le premier jour, on est chez mon papa et ma belle-mère. Elle me fait, mais qu'est-ce que tu manges, toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'ai de l'appétit. Tu me fais un barbecue, normal que je mange. Enfin voilà. On prend un peu ça à la déconnade, mais encore une fois, moi je suis à milieu de. Enfin, pour moi, c'est un échec de toute façon. Donc voilà, je mange parce que c'est l'été, que j'ai faim. Et puis, voilà. Ouais, tu réfléchis pas symptômes de grossesse. Non, pas du tout. Et après, on s'est tapé 1000 km quand même. Non, c'est moi qui ai conduit les 1000 km. Donc je me dis que même s'il y avait eu une mini accroche, là c'est cuit, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, c'est clair que c'était pas lourd, moi. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, on va chez ma maman, qu'elle a elle a une espèce de spa là dans son jardin. Donc je mets les bulles à 38. Enfin, je fais tout ce qui n'est pas recommandé si on est enceinte, mais à ce moment-là, je le suis pas techniquement. Enfin, je le suis ou je le suis pas, mais je le sais pas. Donc je vis normalement. Et puis la fin de la semaine de nos vacances, on est chez les parents chez la maman de Mélanie. Et le vendredi midi, on est avec toute la famille, tout ça, et on mange, mais énormément. Clairement, on se fait un repas de famille énorme. Le soir, Mel mange presque pas grand-chose. Et moi, je mange tout, l'entrée en double, le plat en 2 fois, le dessert en 2 fois. Je me resserre à chaque fois. Tu prends la tête de Mel, quoi. Ouais. Et Mel, elle me dit, mais t'as jamais mangé plus que moi. Je m'explique pas, j'ai faim, j'ai vraiment faim. Et en fait, on avait acheté un test le matin parce qu'on a envie. Après, le lendemain, on partait en vacances et on s'est dit, on n'a pas envie de pourrir nos vacances. On n'a pas envie que mes règles arrivent par surprise là-bas par surprise. Qu'elles arrivent là-bas sans qu'on s'en doute, quoi. Donc du coup, on fait le test et puis on voulait le faire le samedi matin avant de partir en vacances. Et t'étais à combien de temps là? Là déjà le vendredi, j'avais 2 jours de retard, mais comme ça faisait que 6 mois finalement que j'avais eu 8 mois que j'avais eu mon retour de couche. Donc finalement, j'ai un cycle très très régulier depuis mon retour de couche. J'étais pas inquiète. D'accord. Le bain le soir, on se prépare et pour aller se coucher, Mel, elle me dit c'est quand même beaucoup ce que t'as mangé ce soir. Je sais pas, je me suis pas rendu compte. Ta maman, elle mange presque rien, donc forcément j'ai mangé plus qu'elle. Elle fait oui, mais t'as aussi mangé plus que moi, et ça c'est vraiment bizarre. Et tu veux pas le faire ce soir, le test? J'écoute, il est 21h là. T'as envie de passer une sale nuit. Moi j'étais mais vraiment tellement loin de. T'es pas impatiente, toi? Non, alors que moi je faisais des tests à partir du 10, quoi. Donc rien à voir. Tout le même comportement. Et en fait, je vais faire ce test parce que Mel me le demande et puis parce que comme ça au moins j'aurais pas à le faire le lendemain matin et puis voilà. Donc je vais faire le test. Lubin est dehors avec sa mamie en train de jouer et Mélanie en train de débarrasser la table. Je sors des toilettes, elle me voit, elle capte direct parce qu'en fait le test j'ai même pas eu le temps de remonter mon pantalon qu'il avait déjà viré au positif, quoi. T'es bien enceinte. C'était bien enceinte. Le tôt le lendemain matin, on a dit à la maman de Mélanie le lendemain matin, on va aller faire le marché.
vite fait voir ce qu'ils ont. On n'a besoin de rien puisqu'on est logé, nourri et au laboratoire du coin. Et oui, j'avais un taux à plus de 2000. Avec un mini follicule, waouh! Ouais, c'est ça. J'ai un peu flippé, je me suis rendue. Tout de suite, c'est ce flip qu'on a en fait, voilà, mais. Oui, de penser aux multiples, c'est clair. C'est ça. Mais du coup, c'était grosse émotion, quoi. Oh là là, on a pleuré comme des madeleines, mais en même temps, il fallait pas que la maman de Mélanie capte quoi que ce soit, donc. Non, mais c'est extraordinaire, hein. Franchement, c'est sur un cycle. Ouais, sur une insémination artisanale, mais c'était écrit, c'est pas possible. Non, c'était. Mais même nous, on a encore du mal à réaliser. Là, je commence seulement à quelques semaines du terme à réaliser et à surtout être confiante, quoi. Parce que du coup, autant la grossesse de Lubin, je l'ai vécue, mais très sereinement, parce que j'ai passé tous les mois d'essai à me dire, le plus dur, ça va être de tomber enceinte, puis une fois que je suis enceinte, ça ira. Et là, en fait, ça a été tellement vite que je me suis dit, mais il est où le problème, quoi. Il va y en avoir un, c'est sûr. Et du coup, je l'ai attendu. Oui, je comprends. C'était pas très serein les premières semaines. Ouais, et du coup, tu as dû attendre la première écho avec une impatience, une fébrilité surtout, assez dingue. On a passé notre semaine de vacances, donc je suis quand même allée faire sur mon lieu de vacances une deuxième prise de sang à 48 heures qui avait doublé. Et puis ensuite, on a passé nos vacances. On est rentré à Strasbourg, donc c'est encore moi qui ai fait les 1000, même en sachant que c'était enceinte, c'est encore moi qui ai roulé les 1000 kilomètres au retour, toute seule. Enfin, Mel à côté de moi, bien sûr, je la ramène, mais. Ah bon. Et puis après, les nausées vomissements ont commencé, mais moins fort que lui. Tout a été. En fait, tout a été, ouais. Enfin, les nausées vomissements, en tout cas, c'était beaucoup moins fort que lui. Et tout était fait pour que j'arrive pas à avoir confiance en cette grossesse. Là, ça marche du premier coup, donc pour moi, c'est absurde. Il va y avoir un truc, un caillou quelque part, et ça, faut pas trop que je m'y attache, quoi. Après les vomissements pas très forts, les nausées pas très fortes, contrairement à Lubin où je vomissais 10 fois par jour, ben là pareil, je me dis ouais, mais il y a un truc qui colle pas. Enfin, j'ai jamais été très positive jusqu'à l'écho du deuxième trimestre, je dirais que j'ai pas été très positive. Ah ouais, quand même. Ouais, ça a duré longtemps cette fois. Bon, maintenant ça va. Bon, en même temps, il serait temps de penser que ça va. Oui, parce que là, il me reste plus beaucoup de temps. Ben non, c'est clair. Parce que du coup, ça fait un bébé pour quand, là? Ne me donne pas la date du terme, mais le mois. Le mois d'avril. Le mois d'avril. Oui, donc ça arrive quand même, ça se rapproche. Exactement. Ah, c'est extraordinaire. Et alors, vous l'avez annoncé à vos familles? À quel moment? Parce que vous étiez chez eux. Alors oui, bah non, pas à ce moment-là, pas du tout. Pas du tout à ce moment-là. On l'a annoncé après l'écho de datation. Alors, mon papa, il l'a su quasiment tout de suite parce qu'on a eu un problème en vacances. Enfin bref, on a eu un gros ennui avec les propriétaires du lieu de vacances. Et du coup, mon papa était là ce jour-là. Et en fait, j'ai eu une grosse crise d'angoisse parce que je me suis dit que tout le stress qu'on avait à cause des vacances, là, ça allait se répercuter sur le bébé. Donc bref, j'ai fait une crise, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte en pleurant et tout. Du coup, ils savaient pas trop s'ils devaient se réjouir ou pas, parce que je leur ai dit je l'ai appris hier. Donc, je ne pas trop vite non plus. Ouais, c'est clair. Donc voilà, mon papa l'a su tout de suite. Mais sinon, nos mamans nos mamans l'ont su après l'écho de datation, donc après début septembre. Et puis le reste de notre famille après l'écho du premier trimestre. Toi déjà, tu as du mal à te rendre compte du côté extraordinaire de ce qui s'est passé. Est-ce que eux ont notion de ce côté extraordinaire? Ça reste quand même, déjà sur une insémination artificielle, en milieu médical, les premiers essais sont jamais, ou très rarement ceux qui fonctionnent, mais alors là, sur une insémination artisanale, ça reste extraordinaire. Bah, en fait, ma maman a été hyper surprise parce que du coup, elle savait pas du tout qu'on avait remis en route, qu'on essayait d'avoir un deuxième. Donc du coup, elle était très surprise. Et en fait, elle croyait que c'était Mel qui était enceinte. D'accord. On lui a fait l'annonce en webcam et elle pensait que c'était Mel puisqu'on avait toujours dit que ce serait Mel qui porterait le deuxième. Mais du coup, son émotion a été naturelle. Enfin, elle a pleuré de joie tout de suite. Donc c'était très touchant. Ouais. Parce que seulement après, elle m'a demandé, du coup, c'est Mélanie qui est enceinte. Et quand je lui ai dit que c'était moi, elle a redoublé de larmes. Mais l'émotion a été naturelle. Donc ça, c'était chouette. Je crois que ça fait quelque chose à une maman de savoir que sa fille est enceinte. Ouais, je pense, certainement. Donc, en tout cas, elle était très émue qu'il y ait un deuxième bébé qui arrive. Oui, complètement. Donc voilà, la maman de Mélanie était très contente. Et puis, tout le monde était content, quoi. Surpris. Oui, finalement. Voilà, surpris mais content. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, franchement, c'est une excellente nouvelle. Donc, Lubin va être grand frère. Ouais. Et je crois savoir qu'il y a eu d'autres changements aussi dans ta vie depuis, puisque tu étais infirmière en laboratoire. Ouais. Et si j'ai bien suivi, tu as passé un agrément
Oui, exactement. Explique-moi comment tu avances au niveau professionnel. J'ai l'impression que tu te diriges beaucoup plus vers du maternage. Ben, enfin, tu me suis depuis longtemps, donc tu sais que Oui, mon amour pour le laboratoire s'est éteint il y a déjà au moins 3-4 ans. c'est ça. Donc voilà, c'est sans surprise que fin 2019, j'ai repris le boulot en juin 2019, du coup, après un congé parental. Et dès septembre 2019, j'en pouvais déjà plus. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé les démarches pour être assistante maternelle. Mélanie me voyait bien dans ce métier. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les enfants. Enfin, la parentalité, tout ça, c'est quelque chose dans lequel je pouvais me sentir épanouie. Donc, j'ai fait ma demande d'agrément fin 2019. Et voilà. Ensuite, j'ai eu ma formation d'assistante maternelle en mars. Alors, mars, confinement, donc j'ai eu que quelques jours en mars et le reste en juin. Et en mars, j'ai fait un gros burn-out et ça m'a mis KO en fait. Vraiment, c'était plus possible. Je portais beaucoup de choses, mais mes cosites, l'incivilité des gens. J'ai pas bossé beaucoup pendant le confinement. J'ai bossé genre les 4 premiers jours du confinement du mois de mars, mais après je pouvais plus. De toute façon, je pouvais déjà plus depuis bien avant, donc voilà, c'était juste la goutte. Ouais, ça a été que le déclencheur. Ouais. Et donc je me suis arrêtée. J'ai été arrêtée et je suis jamais retournée au laboratoire. J'ai fini ma formation au mois de juin. J'ai quitté le laboratoire au mois de novembre, ouais, officiellement. Et puis voilà. Et puis finalement, j'envisageais de commencer mon activité d'assistante maternelle octobre, novembre, quelque chose comme ça. Mais du coup, la grossesse passe avant et je commencerai cette activité seulement fin 2021. Voilà. Oui, parce que du coup, le temps que tu accouches, que que tu t'occupes du petit. Oui. Et, en plus, je suppose que tu garderas ton enfant. Oui, il sera greffé à moi. Et voilà. Donc du coup, je ne suis plus infirmière au laboratoire. J'ai même envie de dire que je ne suis plus infirmière, même si quelques collègues infirmières me disent mais attends, ne dis pas ça, peut-être qu'un jour tu renoueras avec le métier. Oui, bon, en attendant, mon diplôme, je sais pas où il est. Donc du coup, En tout cas, c'est une formation d'infirmière, tu ne t'en sers pas, c'est tout. c'est ça. Et tu complètes en plus, alors en tout cas, tu as un axe d'éducation qui est très proximal pour le coup, effectivement. Tu es sur une éducation positive et bienveillante. On le ressent au niveau de ton compte, et puis je pense que c'est quelque chose que tu mettras en place aussi au niveau de ton agrément. Tout à fait. Je crois savoir que tu as complété aussi le côté proximal de cette éducation par d'autres formations. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Ouais, bien sûr. J'ai fait la formation pour être monitrice de portage en décembre 2020, du coup. Cette formation, j'ai eu envie de la faire dès que j'ai noué Lubin dans une écharpe. Il avait 5 jours de vie. La position était très très mauvaise, mais ce jour-là, j'ai su que ça allait être chouette le portage et que j'aurais envie de le transmettre. Et puis effectivement, j'ai fait que consommer en moyen de portage au cours de cette formation. Oui, c'est vrai que tu en achètes quelques-uns. Oui, de temps en temps. Et voilà, et en fait, j'attendais juste d'avoir les moyens financiers de pouvoir me financer cette formation finalement. C'est arrivé fin décembre 2020. Voilà, après beaucoup de patience, et c'était pas plus mal finalement parce que j'avais eu pas mal d'expérience de portage, quasiment 2 ans. Je porte plus Lubin depuis la grossesse parce qu'il est physiquement devenu lourd et puis moi devenu faible. Donc Pas facile de porter quand on est enceinte, mais il y en a qui le font. peut-être qu'il reviendra dans un porte-bébé après la naissance, qui sait. Il y a de fortes chances même. Oui. Parce que quand il va voir que bébé est porté, il va se dire attends, moi aussi je vais te porter. C'est super ça. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir apporter de façon complémentaire à ton métier d'assistante maternelle. Comment tu l'envisages ? C'est quelque chose que je vais présenter aux parents. Les parents ne sont pas obligés d'accepter que je porte leur enfant. Mais alors moi, clairement, je ne vois pas comment je vais pouvoir m'occuper d'un enfant sans me porter. Pour moi, c'est la facilité à tout, c'est répondre à des pleurs. J'ai tellement géré Lubin qu'avec une écharpe de portage, au moins ces 6 premiers mois de vie. Après, il a commencé à devenir un peu plus indépendant, j'ai envie de dire. Mais ces 6 premiers mois de vie, le moindre pleur, c'était en écharpe de portage. Et puis au moins, il était contre moi. Et voilà. Après, là, ce sera différent. J'ai aussi mon bébé. Donc, j'avais cette idée en tête aussi de porter les accueillis. Mais là, pour le coup, j'aurai aussi mon bébé. Donc, je porterai mon bébé, évidemment. Mais même sans forcément avoir le côté rassurant et tout, c'est juste, par exemple, pour me déplacer et déposer Lubin à l'école, puisque Lubin rentrera à l'école, l'écharpe, c'est quand même plus pratique qu'une poussette, quoi. C'est pratique. Et puis moi, ce qui m'avait vraiment marqué sur les premières fois où j'ai porté mes enfants,
c'est le côté, tu retrouves les sensations Oui. de la grossesse. Mm. Tu retrouves cette proximité, ce contact, cette chaleur, cette transmission de fluide, de chaleur. Tu retrouves tout et c'est des moments qui sont uniques. Oui, c'est vrai. J'ai adoré vivre ça. Tu me donnerais presque envie de m'y remettre. Non, c'est bon, pour moi, c'est fini. Ok, bah écoute, franchement, c'est en un an, t'imagines, en un an de temps, ce qui s'est passé? Ouais, c'est incroyable. Oui. Alors qu'on résume tous 2020 par Covid, et c'est vrai parce que clairement, ça fait la une de notre quotidien, mais franchement, en fait, quand j'ai fait un bilan, parce que je me suis décidée à faire un bilan quand même en me disant de toute façon, je vais pas avoir grand-chose à dire, hormis le fait que je sois tombée enceinte, et en fait, si, c'est passé énormément de choses en 2020. Mais en fait, je pense que, bon après, je comprends complètement hein, les personnes qui sont retrouvées dépourvues ou peut-être même en dépression à cause du Covid parce que clairement, bah, ça nous a bousculé hein, dans nos façons de vivre. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été facile et qui n'est toujours pas facile pour tout le monde. Mais je pense que ça nous a obligés à nous réinventer, ça nous a permis de mettre en place des choses qu'on n'aurait pas fait autrement. Enfin, on aurait continué nos quotidiens comme on les avait mis en place. Voilà, enfin, c'était rodé. Et finalement, il y a quand même des bonnes choses qui ressortent de cette période. Évidemment. De toute façon, c'est pas la première année qu'on vit des choses difficiles, politiquement ou climatiquement, enfin tout ça, et il y a quand même toujours du positif qui ressort. Donc. Exactement. Sauf que bah voilà, cette année, c'est pas du fait de l'humain, enfin, entre guillemets. Ouais. Et puis on n'en est pas sorti. 2021 sera une belle année. Ouais, non, on n'en est pas sorti, mais on est plus proche de la fin que du début, hein, j'espère. Oui, j'espère aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'en plus, pour toi, pour le coup, je suppose que tu as forcément réfléchi à l'accouchement. Oui. Tu souhaites accoucher dans la même maternité que celle qui a vu la naissance de Luna et de Lubin? Oui, je change pas de maternité. Pour moi, c'est le fil conducteur c'est le fil conducteur. Pourtant, à Strasbourg, on ne manque pas des maternités, mais non, je choisis toujours d'accoucher dans celle-ci. D'une, parce que j'ai pas été déçue de mes 2 premiers accouchements. De 2, parce que y exerce une amie en tant que sage-femme, et voilà. Elle m'avait accompagnée jusqu'aux portes de la salle d'accouchement il y a 2 ans, parce qu'elle était encore étudiante et maintenant elle est diplômée, donc on espère bien qu'elle sera là le jour J. Et puis non, parce que clairement c'était un superbe accompagnement. Voilà, j'ai aucun regret, même dans la prise en charge des 3 jours après. Voilà, on n'est jamais venu, enfin si on est venu une fois, m'embêter avec un biberon parce que l'allaitement se mettait pas en place, mais voilà, je retiens pas ça. Je retiens la sage-femme qui est assise 2 heures sur mon lit en train d'essayer de mettre Lubin au sein. Je retiens le soutien, je retiens toutes les choses positives qu'il y a eu pendant mon séjour. Et voilà, j'ai très envie d'y retourner. Je suis très pressée d'y retourner. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, je sais pas où ça en est actuellement sur les accouchements en période Covid. Bon, je suppose qu'ils ont quand même beaucoup assoupli les règles. Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes? Est-ce que tu t'es préparée à ça? En fait, j'en sais pas plus, mais je sais que j'aurai certainement un traitement de faveur si c'est mon ami, notre ami qui nous accompagne ce jour-là. À savoir que j'aurais peut-être pas besoin de mettre le masque en pleine poussée. On avait déjà un peu galéré à pousser pour sortir Lubin, donc là voilà, j'imagine mal le faire avec le masque. Courage à toutes les mamans qui l'ont fait et qui vont le faire, parce que voilà, ça dépend vraiment des maternités. Je sais que Mel pourra être là. Ça, c'est top. Les papas ont toujours pu assister aux accouchements dans cette maternité. Ça me paraît être la base et je comprends même pas que ça ait été interdit. Après, les règles de est-ce qu'elle peut venir me rendre visite, je pense que de toute façon, aujourd'hui, on va pas savoir ce qui va se passer au mois d'avril, donc oui, je pense qu'elle pourra venir me rendre visite. Lubin ne pourra pas venir, c'est la vie. C'est comme ça. C'est sûr. Après, voilà, je pense que on a quand même un an de recul sur le Covid et sur tout ce qui a été fait, mis en place, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc déjà, nous, on peut se projeter sur ce qui peut arriver quand même. Et on peut anticiper. La difficulté, je pense, des premiers accouchements pendant la période de Covid, c'est que personne n'a pu se préparer. Ouais. Donc les parents, enfin les papas ont pas anticipé qu'ils seraient pas là, les mamans ont pas anticipé que le papa serait pas là, enfin ou les mamans ou les deuxièmes mamans. Enfin bon, je pense que c'est la plus grosse difficulté, c'est le manque d'anticipation. Voilà, je pense que c'était la peur au premier confinement. Maintenant, on maîtrise un peu mieux le sujet, donc je sais que Mélanie sera là, je sais que je suis quasi sûre qu'elle pourra venir me rendre visite pendant mon séjour à la maternité. Alors, c'est aussi dur pour elle parce que finalement, Lubin, elle était restée 3 jours, quoi. Donc elle
En fait, là, elle est déchirée parce qu'elle sait pas si, d'un côté, elle pouvait pas vouloir laisser Lubin trop longtemps chez sa nounou pour le bébé, et en même temps, elle se dit, mais ce bébé, il a aussi besoin que je suis là, mais du coup, je peux pas laisser Lubin, je peux pas laisser le bébé. Enfin voilà, elle est déjà Ouais. en train d'anticiper ça et d'inquiéter ça, en fait. C'est tout le problème du deuxième ou troisième, quatrième, cinquième. De tous les suivants, mais du coup, ouais. C'est ça. Elle veut pas que elle a peur que j'accouche la nuit parce que du coup, Lubin, il va pas comprendre qu'on parte en pleine nuit, qu'il aille ailleurs. Enfin, elle appréhende vraiment ça. Et puis, elle appréhende les 3 jours avec Lubin parce que je pourrais pas avoir de sortie anticipée à cause d'une superbe phlébite que j'ai attrapée, donc que j'ai développée plutôt. Et donc j'avais déjà prévu de sortir au bout de 24 heures. Moi, je m'étais dit, si tout roule, je sors, quoi. Sauf que maintenant, je sais que je pourrais pas. Donc je sais que je serai 3 jours à la maternité et elle a peur de passer les 3 jours seule avec Lupin. Ouais, c'est sûr. Faut juste qu'elle reste confiante en fait. Oui, mais du coup il y aura quand même le manque de maman. Donc... Ça c'est sûr. Mais les enfants sont très forts. Oui, j'ai confiance en lui. Oui, complètement. Mais écoute, Floriane, je pense qu'on a, enfin, à moins que tu veuilles y rajouter quelque chose, mais il me semble qu'on a bien développé ton année 2020, début 2021. Oui, non, je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, je suis ravie. Enfin, moi, franchement, quand tu m'as dit que t'étais enceinte, mais j'étais tellement contente pour vous, surtout que bah voilà, enfin, j'ai suivi ce qui se passait, j'ai suivi parce que tu l'as dit que le donneur, vous avez lâché et honnêtement, je me souviens t'avoir dit mais tentez quand même le mois de juillet, tentez-le quoi. Okay. Et t'étais défaite. Je me souviens, t'étais défaite et quand tu m'as dit que t'étais enceinte, mais je te jure, j'étais voir Aude, enfin, je suis courue vers Aude, j'ai fait ah Floriane elle est enceinte. J'ai pas C'était trop dans cool. la confidence autant Lubin, je l'avais annoncé le jour du test, autant là je l'ai annoncé, j'avais déjà fait plus de la moitié. Et en fait, j'étais même à ce moment-là, j'étais pas spécialement encore prête à l'annoncer, mais je me suis dit, il faut que je le fasse parce que je vais pas l'annoncer le jour où j'accouche quand même. Mais ouais, c'était. Ouais. J'ai adoré vivre ce début de deuxième grossesse dans la confidence de notre couple. Hormis quelques copinettes Instagram, je te l'avais dit aussi, et qui étaient au courant. C'était un gros secret. C'est vrai que c'était enfin, moi je suis vraiment super contente pour vous et je pense que voilà, vous le méritez, c'est normal que vous en arriviez là finalement parce que même si je te disais tout à l'heure c'était écrit, je pense que oui, clairement, c'était écrit. C'est pas possible autrement. Au final, on a appris que à cause du deuxième confinement, les projets du donneur sont tombés à l'eau, donc en fait, il est encore dans la région. Donc, bah alors, lance-le maintenant sur le troisième, on sait jamais. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Bon, après, c'est dommage pour lui, mais je suppose que ce n'est que partie remise pour lui aussi, de pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Ok, moi je te remercie beaucoup Floriane et je pense qu'on a bien fêté les 1 an du podcast avec cet enregistrement. Bah écoute, merci à toi, c'était un plaisir de pouvoir à nouveau témoigner notre histoire qui du coup a bien évolué et qui est positive surtout. Oui, non mais franchement, je crois que c'est l'épisode qui a été le plus écouté. Et c'est même pas, je crois, c'est sûr, c'est l'épisode qui a été le plus écouté du podcast pour le moment. Je crois qu'on est à près de 3000 écoutes sur ton épisode, ce qui est quand même beaucoup. Voyez, quand on me demande comment vous avez fait, vous êtes passé par où, c'est trop long. Je vais écouter l'épisode. T'as raison. Écoute, je te dis à très bientôt. De toute manière, on se contactera très très vite, on le sait. Et puis, je te souhaite une belle continuation et un beau bébé bien joufflu pour le mois d'avril. C'est gentil, merci beaucoup. Je t'en prie. À très bientôt, Floriane. Et voilà, je le redis, 1 an déjà. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire serait de partager en masse le podcast pour le faire à nouveau ou encore plus découvrir. Et surtout pour accroître sa visibilité, notamment auprès des familles qui sont en plein processus, en pleine recherche, en plein questionnement et pour lequel nous pourrions répondre à la plupart de leurs interrogations. Vous savez combien il est important de travailler sur la visibilité de nos actions au quotidien, notamment pour nos familles. Alors si vous avez un petit peu de temps à m'accorder aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Maintenant, place à la fête. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast comme annoncé en introduction, @lesenfantsvontsbien-podcast, pour que vous me partagiez vos grandes victoires de 2020 et aussi vos souhaits d'écoute sur le podcast pour 2021. On retrouve notre rythme habituel dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in the
his dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.